Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'adaptation de nos activités de loisirs aux inondations. Ce podcast est une série de 3 entretiens, chacun avec un passionné qui nous présentera son activité de loisir et comment le changement climatique, et plus spécifiquement les inondations, peuvent avoir un impact. Dans ce deuxième épisode, nous nous approchons de la rivière avec Pascal qui pratique la pêche. Laissez-vous guider. Oui, bonjour, Pascal Saillot, président de la truite auxilloise. Donc nous sommes à Auxy, comme on peut le deviner à travers le nom de l'association. Ma fonction, c'est président, je viens de le dire, mais je suis également président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais. En termes de responsabilité associative, c'est d'abord né d'une découverte, d'une pratique, d'un loisir qui m'a amené dans la nature, au bord de l'eau. Il y a deux choses. Il y a le fait d'être en rapport exceptionnel avec un grand-père qui vous transmet un certain nombre de valeurs quand vous êtes au bord de l'eau. Quand vous êtes en présence d'un poisson qu'il faut remettre, qu'il faut respecter et remettre dans l'eau afin qu'il puisse grandir, grossir, se développer, vivre le mieux possible dans le milieu dans lequel vous l'avez prélevé. Et donc toutes ces transmissions de valeurs, qu'elles soient de respect, de silence, d'écoute, de regard sur le milieu aquatique, c'est d'abord un grand-père qui vous le transmet et ensuite, évidemment, vous vous en imprégnez et partout où vous allez, vous avez un regard sur les milieux aquatiques qui sont un peu sous la houlette de ce que vous avez appris quand vous étiez jeune et vous faites toujours référence au milieu que vous avez investi ou dans lequel vous avez pratiqué. J'ai décidé de m'impliquer dans le monde associatif de la pêche, dans un but surtout de retrouver, ou en tout cas de militer, sur la restauration des milieux et l'amélioration des milieux aquatiques et de la biodiversité aquatique. Ma façon de voir les choses, c'est surtout, effectivement, on pratique un loisir, mais on essaie de pratiquer un loisir durable et un loisir qui respecte le mieux et qui respecte le plus possible les milieux, les espèces, respect de tout ce qui nous entoure. Et puis surtout, l'art de la pêche, c'est avant tout une contemplation. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place lorsqu'on est au bord de l'eau et lorsqu'on se laisse investir par tout ce milieu qui est superbe avec les bruits, les sons, les lumières. Et quand on est au bord de l'eau, quand on est au bord de l'Authie, quand on est au bord de ce superbe fleuve qui serpente une belle vallée, et bien on est forcément touché lorsqu'on avance le matin avec une lumière rasante sur le cours d'eau et puis un départ furtif d'une poule d'eau ou d'un grèbe castagneux ou même d'un rat musqué qui finalement vous réveille et qui vous rappelle qu'il y a avant tout des habitants sur ce milieu-là, qu'il va falloir y aller, mais mollo, et qu'il va falloir y aller avec beaucoup d'humilité pour penser l'investir et bien le découvrir. Alors le site que je pratique, évidemment, c'est souvent l'Authie. L'Authie qui est un fleuve avec des berges un petit peu particulières, qui sont parfois hautes, qui sont parfois élevées, mais en tout cas avec une belle ripisylve dans laquelle on peut à la fois se cacher, être discret, et surtout faire corps presque avec la rivière. De toute façon, le cours d'eau et ce fleuve en particulier, c'est quelque chose dont on a absolument besoin si on veut pratiquer un loisir de qualité, un loisir qualitatif, un loisir qu'on a envie de poursuivre dans le temps, qu'on a envie de vivre et de partager parfois, parce que c'est un loisir qui apaise. L'engagement associatif, il est important aussi pour que les pêcheurs, en général, partagent cette culture de préservation des milieux et de la préservation également des espèces, et également puissent partager l'espace avec d'autres usagers.
Alors, en réalité, la pêche, elle dépend aussi beaucoup de la qualité de l'eau, mais la qualité de l'eau, c'est le grand cycle de l'eau, c'est pas seulement le petit cycle de l'eau et l'usage qu'on en fait. Et le grand cycle de l'eau, actuellement, on peut s'interroger sur la façon dont ça se déroule. C'est-à-dire qu'on voit quand même un certain nombre de perturbations. Et quand on parle de perturbations, évidemment, on pense tout de suite au changement climatique. Alors, c'est pas seulement une vue de l'esprit, hein, on voit bien que sur nos territoires, parfois il y a des tensions, il y a des manques d'eau, même en Hauts-de-France. Et parfois, on a des excès d'eau. Donc, l'activité pêche permet de constater tout de suite les désordres et, ou les carences ou l'excès de l'eau. Y compris parfois des usages qui sont des usages, on va dire, très peu pertinents par rapport à la ressource, parce qu'on sent bien également que les tensions naissent et qu'un certain nombre de tensions, à l'avenir, seront probablement plus lourdes sur la quantité. Donc en termes de changement climatique, oui, il y a des changements et probablement qu'on constate dans notre activité pêche un certain nombre de changements d'activité de certains poissons ou des remontées de poissons qui se font plus tôt et donc des reproductions qui avancent dans l'année, avec des poissons qui déclenchent des déplacements un peu plus tôt que prévu. Et il y a aussi l'été ou en fin d'été, parfois des variations, c'est-à-dire des débits un peu moins élevés. Et même si on a la chance dans l'OTI d'avoir une température qui reste constante, on est très très vigilant parce qu'on s'aperçoit malgré tout qu'il y a un impact sur la quantité d'eau. C'est-à-dire que l'été, la restitution de la nappe, elle ne se fait pas aussi bien qu'il y a 30 ans lorsque je suis arrivé sur la vallée de l'Authie. Et on voit bien également que dans le cadre des précipitations, il y a une réponse très très rapide avec un débit qui devient plus important et surtout un transport de matière en suspension. Et on retrouve très très rapidement une réponse du fleuve aux précipitations avec une coloration particulièrement marron. Donc ça veut dire qu'on a de la terre qui est transportée dans l'eau. Et cette matière en suspension, c'est une espèce de cocktail aussi avec un tas d'éléments organiques et chimiques qu'on va retrouver dans le fleuve et qui vont évidemment avoir des impacts sur l'espèce ou sur les espèces, sur l'ensemble des espèces, que ce soit les espèces végétales ou que ce soit les espèces animales. Donc changement climatique, différentes précipitations, sans doute des choses qui sont plus rapides qu'avant, et puis tout ça conjugué aussi avec des sols qui sont sans doute plus compactés, avec des ruissellements plus rapides, la pénétration d'eau qui se fait moins bien, et puis un taux de carbone sur azote qui est complètement dégradé sur le bassin, avec évidemment une rétention en eau qui ne se ferait pas forcément correctement. Cela dit, on retrouve encore des prairies humides et des zones humides sur la vallée, ce qui nous protège et ce qui fait qu'on peut stocker de l'eau en cas de précipitation importante. C'est justement là où il faut être très très prudent, mais ces zones humides, elles peuvent aussi en restituer en période d'étiage. Et donc les équilibres persistent encore, et c'est très très important qu'on puisse retrouver ces équilibres, ces prairies, ces zones humides, ces stockages, et je dirais des stockages naturels, parce que quelque part, l'eau stockée dans le sol, d'abord on la protège, et puis il n'y a rien de plus efficace. Et ensuite, l'eau qui doit être restituée par la nappe, il n'y a rien de mieux non plus, puisqu'elle aura été filtrée et elle pourra se déstocker ou se libérer au fur et à mesure dans un cours d'eau qui va se retrouver petit à petit
en mer, avec un cycle de l'eau qui va recommencer. Alors, ce qui est le plus impactant sur l'activité pêche, ce sont par exemple les orages, où là, évidemment, on ne va pas pratiquer, donc on est bloqué, on ne peut pas pêcher, d'abord parce que c'est dangereux. Même si ce qui précède les orages, c'est une réponse exceptionnelle des poissons, puisqu'on voit une activité généralement des éclosions d'insectes juste qui précèdent les orages. C'est sans doute lié à la luminosité et à la pression atmosphérique. Et là, on voit une belle activité des poissons qui viennent se nourrir à la surface juste avant l'orage. Cela dit, ce qu'on pouvait constater encore il y a une quinzaine d'années avec des poissons qui se nourrissaient de façon très dense, on ne les retrouve pas. Ça veut dire qu'il y a une entomologie moins riche dans le cours d'eau et qu'on voit nettement moins de poissons se nourrir qu'avant. Et ça veut dire aussi que la pratique de la pêche change, parce que autant on avait une belle pratique de la pêche à la mouche, puisque c'était une pratique qui se faisait initialement parce qu'on avait repéré justement des éclosions d'insectes et qu'on leurrait le poisson avec des mouches artificielles, des plumes en réalité. Et aujourd'hui, il y a sans doute une faune entomologique moins riche, il y a sans doute un impact de pollution sur ces espèces, et donc une réponse moins rapide, même lorsqu'il y a un orage. On voit beaucoup moins d'éclosions qu'avant. Alors l'orage, par ailleurs, lui, a un impact, et je l'ai déjà dit, en lessivant les sols et en emmenant une grande partie des matières de nos champs, de nos talus, de nos bas de route. Et toutes ces matières, on les retrouve évidemment, convergent vers le fleuve, comme si le fleuve pouvait accueillir tous les maux du bassin versant, toutes les perturbations qu'on pourrait y retrouver, que ce soit des perturbations aériennes ou des perturbations qu'on va retrouver sur le sol. Et évidemment, là, c'est une catastrophe pour l'activité. En termes d'activité, on ne peut pas dire que ça change énormément de choses dans la pratique quotidienne. On est toujours sur les mêmes horaires, on est toujours sur des pratiques dans les mêmes créneaux horaires. Cela dit, en termes de saisonnalité, par contre, là, on voit des choses différentes. L'impact, malgré tout, de ces événements climatiques, c'est vraiment un impact destructeur des milieux, d'abord, parce que lorsqu'il y a des débits plus importants, lorsqu'il y a des matières en suspension, on a un désordre qui se crée au niveau du cours d'eau, que ce soit en termes de déplacement de matière, mais aussi en termes de stockage par ailleurs de matière en suspension, qui à un moment donné, on va bien les retrouver, peut-être pas en haute vallée, mais en moyenne vallée et en basse vallée, voire dans le milieu estuairien. Et forcément, le cocktail dont je vous parlais avant, on va le retrouver sur une bonne partie du linéaire du fleuve. Donc l'adaptation des pêcheurs, il n'y en a pas réellement. On est plutôt sur quelque chose qu'on subit. On pourra probablement et on sera sans doute obligé de s'adapter par rapport aux espèces qui risquent d'arriver et de fréquenter nos cours d'eau. Pour l'instant, sur l'Oti, on est encore sur un contexte salmonicole avec une température de cours d'eau qui reste très basse et donc qui semble être favorable à beaucoup de salmonidés, et notamment aux saumons, aux truites de mer, qui sont des espèces plutôt exceptionnelles. On retrouve aussi de la lamproie et probablement de la lauze qui fréquente les zones d'estuaire. Donc, on voit bien quand même que l'impact climatique vient gêner l'activité,
vient perturber le milieu, vient impacter les mouvements des poissons. Et évidemment, je pense qu'il faut avoir une approche plutôt systémique et globale pour ne pas raisonner uniquement à l'échelle de la pêche, déjà raisonner à l'échelle du bassin versant, avec tous les usagers, avec tous ceux qui peuvent aujourd'hui avoir un impact sur cette belle ressource eau et cette belle biodiversité qui est générée par le fleuve, par la ressource en eau, par la molécule d'eau, j'ai envie de dire, celle qui est aussi celle qui nous constitue. Voilà. Donc une activité qui fait son cycle de la même façon que le cycle de l'eau, une activité qui devrait justement nous amener à réfléchir sur cette belle ressource qu'il faut absolument préserver parce qu'elle est sans cesse remise dans le cycle. Et j'avais tendance à dire, et je le dis encore quand je peux le faire, aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous, que l'eau qu'on prélève aujourd'hui, ou que l'eau qu'on utilise aujourd'hui, ou que l'eau que l'on boit aujourd'hui, peut-être que c'est la même que les dinosaures ont bu à une époque. Voilà, j'ai pas d'autre chose à préciser sur ce sujet-là, hormis que de dire que pour pratiquer le loisir, que ce soit à Auxy ou ailleurs, euh, il faut avant tout une ressource qui permette, enfin une ressource de qualité, des milieux fonctionnels, si on veut prolonger et préserver en même temps que le loisir des espèces qui fréquentent ces milieux aquatiques. Si, quand même, je voulais dire que chacun d'entre nous avons une importance, chacun pouvons exprimer une demande sociale par rapport à l'eau. Si on n'est pas en mesure d'exprimer des exigences par rapport à la qualité de l'eau, quelque part, on n'aura pas d'engagement à la hauteur de nos espoirs. Donc l'eau mérite vraiment qu'on s'engage. La biodiversité aquatique aussi, l'ensemble de la biodiversité bien sûr, mais s'il n'y a pas une belle ressource en air, s'il n'y a pas une belle ressource en eau, je pense que tout est compromis. Donc tout n'est pas foutu, mais ça nécessite qu'on s'engage. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par le CPIE Val d'Authie dans le cadre du projet Interreg France-Manche-Angleterre appelé BRIC et cofinancé par l'Union européenne. Plus d'informations sur notre site internet www.cpie-authie.org, onglet Études, rubrique Projet de territoire.